bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un moment un peu particulier. Vous savez, cet instant suspendu, juste après un choc violent, le temps qui s'étire, la conscience qui flotte, et toute une vie qui défile comme ça, par éclats, des visages, des regrets, des bonheurs fugaces. C'est ce vertige qu'on va explorer ensemble à travers un film, un grand film du cinéma français, Les choses de la vie, réalisé par Claude Sautet, sorti en 1970. Pour cette exploration, on s'est appuyé sur des sources assez riches, hein. D'un côté, un article encyclopédique, très détaillé, très factuel sur la genèse, les détails du film, Oui, et de l'autre, une présentation vidéo, peut-être plus dans l'émotion, l'atmosphère du film. tout à fait, ça se complète bien, je trouve. L'idée, c'est d'aller un peu au-delà du résumé, de saisir l'essence de cette œuvre. Beaucoup disent que c'est un chef-d'œuvre d'ailleurs. Mhm. On va essayer de comprendre pourquoi l'intrigue est si poignante, pourquoi les thèmes nous parlent encore aujourd'hui, et puis on verra quelques coulisses de fabrication, son héritage aussi. Oui, voir ce qui fait qu'il reste si marquant. C'est parti. Alors, commençons par l'histoire, le cœur du récit. Le personnage central, c'est Pierre Bérard, Voilà. un architecte, la quarantaine, joué par Michel Piccoli, avec une présence incroyable, je trouve. Ah oui, magistral. Sa vie, somme toute assez banale avec ses dilemmes amoureux, bascule lors d'un accident de voiture, Brutalement. sur une route de campagne. Et c'est là que le film devient très singulier dans sa forme. On est littéralement plongé dans sa tête, dans son flux de conscience, alors qu'il est là, blessé, au bord de la route. C'est ça, les souvenirs qui affluent en désordre. Oui, et cette structure narrative, elle est fondamentale. Elle n'est pas du tout linéaire. Sauté utilise beaucoup les flashbacks, le monologue intérieur de Pierre pour, en quelque sorte, reconstituer le puzzle de sa vie récente, ses choix, ses relations. Ce n'est pas juste un effet de style, donc. Non, pas seulement. Ça nous fait vraiment ressentir son état de confusion, mais surtout, ça nous force, nous, spectateurs, à réévaluer l'importance des choses passées à la lumière de cette fin qui approche. C'est ce qui donne toute sa force, je pense, au thème central, la valeur rétrospective de ces fameuses choses de la vie. Et justement, c'est quoi ces choses? Ce sont ces moments du quotidien, c'est ça? C'est ça. Les joies simples, les petites contrariétés, une conversation anodine, un paysage qu'on aime. Enfin, tout ce qui fait la texture d'une vie, quoi. Et qui, face à la mort, prend une résonance complètement nouvelle, presque douloureuse. Hmm. Et au milieu de tout ça, il y a une angoisse particulière qui revient chez Pierre. Oui, une obsession même, hein, une lettre. Une lettre qu'il a écrite à sa maîtresse, Hélène. Romy Schneider, magnifique. Une lettre de rupture. Exactement. Écrit dans un moment de doute, de flottement. Sauf que, voilà, juste avant l'accident, il a changé d'avis. Il a décidé de quitter sa femme, Catherine, pour vivre vraiment son amour avec Hélène. Il lui a même laissé un message au téléphone, très passionné, pour lui dire. D'accord. Et donc sa hantise, c'est que cette lettre, qui dit tout le contraire de sa décision finale, soit retrouvée, qu'elle fasse un mal terrible à Hélène. Ce qui nous conduit à cette fin, piou, d'une puissance émotionnelle assez rare. Ah oui, poignante, et d'une ironie douce amère, c'est le mot. À l'hôpital, Pierre est entre la vie et la mort. On récupère ses affaires, et dans sa veste, il y a cette lettre, adressée à Hélène. Et c'est sa femme, Catherine, qui la trouve. Il y a Massari, très juste. Oui, très fine, elle la trouve, la curiosité la pousse à l'ouvrir, elle la lit, et au moment où elle découvre ces mots de rupture pour l'autre femme, elle voit Hélène arriver à l'hôpital, dévastée par l'inquiétude, le chagrin. Et là, ce geste, Incroyable. oui, dans un élan, on ne sait pas trop ce qui se mélange d'ailleurs. La compassion pour la douleur d'Hélène, la pudeur, peut-être une sorte de respect pour la complexité des sentiments de Pierre même à ce moment-là. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, elle déchire la lettre en petits morceaux, et sans le savoir, elle accomplit le dernier souhait de son mari. C'est fou, parce que ça a des conséquences énormes sur ce que chacune va garder de lui. Absolument. Ça permet à Catherine et à Hélène de conserver chacune leur vérité. Catherine sait qu'il voulait partir, mais elle ne dit rien. Hélène ne saura jamais qu'il a failli rompre, elle restera sur la certitude de son dernier message d'amour. C'est une fin qui explore très subtilement la part de non-dit, peut-être même d'illusion nécessaire, dans nos relations et face à la mort, au deuil. C'est vraiment très fort. Et ça repose énormément sur les acteurs, bien sûr. Piccoli, on l'a dit, extraordinaire dans ce rôle d'homme ordinaire, mais traversé de contradictions. Oui, il est parfait. Romy Schneider,
Elle illumine le film. Elle a cette sensualité, cette vitalité, mais aussi une fragilité. On comprend le déchirement de Pierre. Elle est Hélène? Elia Massari, quelle dignité, quelle douleur contenue dans son rôle de Catherine. Et puis, il y a les seconds rôles aussi, très importants. Jean Bouise, l'ami fidèle. Mhm. Gérard Lartigot, le fils adolescent un peu paumé au milieu de tout ça. Oui, un casting très cohérent. Ce trio principal fonctionne à merveille, il y a une vraie alchimie entre eux. Ça sert vraiment la complexité psychologique que Sauté recherchait. Alors, justement, parlons de Sauté et de la naissance de ce projet. D'où ça vient? À l'origine, c'est un roman de Paul Guimard, un écrivain assez en vue à l'époque. Le livre s'appelle aussi Les choses de la vie, il est sorti en 67. D'accord. Et puis l'idée d'une adaptation au cinéma a germé. C'est Jean-Loup Babadier, qui allait devenir le grand scénariste et parolier qu'on connaît, qui en a fait un premier traitement, une sorte de première version de scénario. Et qu'est-ce qui a plu à Claude Sauté là-dedans? Nos sources disent qu'il y avait deux choses principales. Oui. D'abord, l'analyse très fine des relations de couple, les sentiments ambivalents, les hésitations. Un thème qui va devenir central chez lui, non? Ah oui, complètement. Ça annonce tout le reste de son œuvre, en quelque sorte. Et ensuite, de manière plus surprenante peut-être, le défi technique de la scène de l'accident. Il paraît que ça avait fait peur à d'autres réalisateurs avant lui. C'est exact. Des noms comme Claude Chabrol ou Alain Cavalier auraient été pressentis, mais auraient reculé devant la complexité de filmer cet accident. Sauté, lui, y a vu un challenge, une occasion de montrer sa maîtrise technique aussi. C'est intéressant de voir comment un obstacle technique peut devenir un moteur artistique. Et pour le casting, ça n'a pas été si simple non plus, si j'ai bien compris. Non, pas du tout. Les producteurs, eux, ils avaient d'autres idées en tête. Des stars bien installées. Yves Montand, Annie Girardot. Apparemment, ils étaient même sous contrat pour le film au début. Ah oui? Oui, mais Sauté, il avait sa propre vision. Il s'est battu pour imposer Michel Piccoli, qu'il trouvait idéal pour cette complexité un peu bourrue de Pierre, et Léa Massari pour Catherine. Et pour Romy Schneider, c'est une autre histoire, ça. Ah, l'anecdote est assez révélatrice du petit monde du cinéma. Pour Hélène, Sauté cherchait quelqu'un qui incarnait la passion, une certaine modernité. Et c'est en voyant des rushs, les prises de vue brutes, pas encore montées, du film La piscine de Jacques Deray, D'accord. que ça a fait tilt. C'est Pierre Granier-Defer, un autre réalisateur, qui lui montre ces images. Et là, Sauté voit Romy Schneider, sa sensualité, sa présence. Il est immédiatement convaincu, c'est elle, Hélène. Une décision prise sur quelques images volées, en quelque sorte. Incroyable. Parlons de cette fameuse scène d'accident alors. Ce morceau de bravoure technique, comment ils ont fait ça concrètement? Ah, c'était un travail énorme pour l'époque. 10 jours de tournage, rien que pour cette séquence. 10 jours. Oui, c'est un cascadeur très connu, Gérard Streif, qui a tout réglé, les tonneaux, les collisions. La scène a été tournée dans les Yvelines, près de Thoiry, à un carrefour qui s'appelle la Pointe du Coq. D'accord. Et ce qui est amusant, c'est que le décor a été pas mal bidouillé pour le film. La DDE de l'époque, les services des routes, a modifié le carrefour. Ils ont mis des faux panneaux de signalisation. Ah boule. Oui, avec des noms de lieux imaginaires, la Noue, Tuiles, même un panneau Sartre, pour perdre un peu les gens. Et ils ont planté des pommiers spécialement pour la scène. C'est fou ce niveau de détail et de préparation. Et la voiture, cette Alfa Romeo Giulietta Sprint de 59, elle devient presque un personnage. Exactement. Les sources pointent même une petite erreur pour les puristes, la plaque d'immatriculation de l'ambulance qui change entre deux plans. Ah oui, le genre de petits détails que les cinéphiles adorent repérer. Mais ça montre l'attention portée au film, encore aujourd'hui. C'est vrai. Mais au-delà de cette scène spectaculaire, il ne faut pas oublier les autres lieux. Les scènes plus calmes, les souvenirs heureux. Ça a été tourné où? Sur l'île de Ré, à La Rochelle. Ah oui, ça contraste énormément avec l'accident et Paris. Tout à fait. Et puis on reconnaît Paris, la rue de Sèvres, le 16e arrondissement, et Naufle-Château aussi, où Sauté habitait. Cette diversité de lieux, ça ancre vraiment le drame dans une réalité française très concrète. Ça contribue beaucoup à l'atmosphère générale. Et l'atmosphère, c'est aussi la musique. Impossible de parler des choses de la vie sans parler de la musique. Ah non, c'est absolument fondamental. Ce film, c'est le début d'une collaboration mythique. Claude Sauté et le compositeur Philippe Sard. Sard était tout jeune à l'époque. C'était un de ses premiers grands films. Et après, il a fait quasiment tous les sautés. Exactement. Sauf Un cœur en hiver, je crois. Mais sinon, c'était son compositeur attitré. Une entente artistique incroyable. Et dans ce film-là, il y a le thème principal de Sard, bien sûr, mais aussi un morceau de musique classique. Oui, Sauté a eu l'idée d'utiliser un mouvement du concerto La Notée de Vivaldi. Ça apporte une touche un peu baroque, mélancolique, qui colle parfaitement au moment où Pierre flotte entre la vie et la mort, dans ses souvenirs. Mais
Le morceau le plus connu lié au film, finalement, il n'est pas vraiment dans le film. C'est le paradoxe. Vous pensez à la chanson d'Hélène, bien sûr. Évidemment. Une chanson sublime, paroles de Jean-Loup Dabadi, le scénariste, musique de Philippe Sard, et interprétée en duo par Romy Schneider et Michel Piccoli eux-mêmes. On l'entend un tout petit peu, non? Oui, très brièvement, dans une scène intime entre Hélène et Pierre. Mais Sauté trouvait qu'elle cassait un peu le ton général du film, qu'elle était peut-être trop chanson, justement. Donc il ne l'a pas vraiment intégrée à la bande originale. Mais alors, comment elle est devenue si célèbre? Par la radio. Elle a été diffusée et ça a été un succès énorme, un tube. Aujourd'hui, elle est totalement indissociable du film, du couple Piccoli-Schneider, de toute cette aura mélancolique. Mais la musique instrumentale de Sard dans le film, elle, est magnifique aussi. Souvent qualifiée d'envoûtante, elle crée cette nappe sonore, poétique, qui colle parfaitement aux états d'âme des personnages. Il y a une autre petite anecdote sonore amusante, non? Avec le fils de Pierre, Bertrand, qui parle de son oiseau l'électronique. Ah oui, c'est un clin d'œil assez savoureux à l'époque, 1969-70, les phrases un peu techniques, un peu futuristes qu'il utilise pour décrire son invention. Oui. Eh bien, elles sont directement tirées d'une intervention à la télé de Roland Moreno, celui qui, quelques années plus tard, allait inventer la carte à puce. Pas possible. Excellent. Oui, un petit détail amusant qui capture bien l'air du temps, ce mélange de bricolage et de rêve technologique. Le film sort donc en 1970. Et l'accueil? C'est un triomphe, un énorme succès public en France. Plus de 2 millions d'entrées, c'est considérable pour l'époque. Clairement, le film touche une corde sensible. Et la critique suit? Oui, immédiatement. Il est salué par la critique, par la profession. Il reçoit le prestigieux prix Louis Deluc fin 69, avant même sa sortie en salle, ce qui est un signe fort. Et puis, sélection officielle en compétition à Cannes en 70. Ça le place d'emblée comme une œuvre majeure. Et après ça? Qui continue de parler aux gens. Son impact culturel est réel. Il y a même eu une chanson de Frida Boccara, l'année où Piccoli jouait Les choses de la vie. Ah oui. Ça montre bien comment il est entré dans l'imaginaire collectif. Et puis, comme beaucoup de grands succès français, il a eu son remake américain. Le fameux Intersection? Voilà. Réalisé par Marc Redel en 94, avec Richard Gere à la place de Piccoli et Sharon Stone dans le rôle de Romy Schneider. Pas tout à fait le même impact, imagine. Non, clairement pas. Mais le fait même qu'il y ait eu un remake montre la force de l'histoire originale. Et pour ce tel lui-même, ce film marque un tournant, non? Ah oui, absolument crucial. Les choses de la vie, c'est vraiment là que le style Sautet s'affirme pleinement. Ce style qui va s'épanouir ensuite dans les années 70-80. Max et les Ferrailleurs, César et Rosalie, Vincent François, Paul et les autres, Mado, Une histoire simple. On retrouve sa patte. Exactement. Ce mélange très particulier de réalisme social, il observe très finement la bourgeoisie française de l'époque. Ses codes, ses conversations, ses lieux, mais toujours avec une grande profondeur psychologique. Qu'est-ce que vous entendez par profondeur psychologique chez lui? C'est sa capacité à filmer ce qui ne se dit pas, les sentiments complexes, les non-dits, les frustrations, mais aussi les élans de tendresse cachés. Il est incroyable dans la direction d'acteur. Il capte un regard, un silence, un geste hésitant. Ça en dit souvent plus que les dialogues. Il dissèque les relations humaines. Oui, l'amitié masculine, les couples qui se font, se défont. Il y a une mélancolie très lucide chez lui. Mais ce n'est jamais cynique. On sent une vraie tendresse pour ces personnages, même avec leurs failles. Et les choses de la vie, ça condense déjà tout ça. Avec ce rappel constant, presque lancinant, la vie est fragile, chaque instant compte, chaque relation est précieuse. Ces fameuses choses de la vie, ce n'est pas anecdotique. C'est ça la vie. Donc pour résumer un peu tout ce qu'on a dit, les choses de la vie, c'est d'abord cette histoire universelle, très émouvante, de Pierre face à ses choix, face à sa propre fin. Oui. C'est ensuite la mise en scène de Sauté, tout en nuances, très sensible, où il affirme vraiment son regard sur les relations humaines. Tout à fait. Ce sont aussi, bien sûr, des acteurs inoubliables. Le couple Piccoli-Schneider est devenu mythique grâce à ce film en partie. Indéniablement. Et puis, c'est ce thème fondamental. La valeur qu'on accorde, souvent trop tard, aux instants simples, aux joies, aux peines qui font une existence. Un thème qui, franchement, presque 55 ans après, n'a pas pris une ride. Non, absolument pas. Ce film nous renvoie à la complexité de nos propres vies, de nos liens affectifs, à la difficulté de choisir parfois, à cette part d'irrésolu qu'on traîne tous un peu. Il nous rappelle que nos vies sont faites de ces milliers de petits riens, ces choses qui semblent anodines sur le coup, mais qui, vues sous l'angle de notre propre finitude, prennent un poids, une signification énorme.
Hmm. Et peut-être pour prolonger un peu la réflexion, on pourrait revenir sur cette fin si particulière. Ce geste de Catherine qui déchire la lettre, qu'est-ce qu'il nous dit vraiment? Oui, au-delà de la compassion immédiate. Voilà. Est-ce que cette fin ambiguë, où chaque femme repart avec sa version arrangée de la vérité des sentiments de Pierre, est-ce que c'est une forme de protection mutuelle? Une façon de dire que l'amour vécu, même imparfait, mérite d'être préservé dans la mémoire sans la blessure d'une dernière vérité crue. Ou peut-être que ça suggère autre chose? Ou peut-être que ça suggère que nos souvenirs sont toujours une reconstruction, une vérité subjective qu'on se fabrique pour pouvoir continuer à vivre. Quelle est la part de vérité et la part d'illusion dont on a besoin dans l'amour, dans le souvenir? C'est une question qui reste ouverte, je crois. Et c'est sans doute ça aussi la grande force du film, nous laisser avec cette question.